And then, still breathing in the same way, shake the energy out of your body, starting with the top. And then just release it with exhales. And then lower in the body. And now feel it in your pelvic floor. In your thighs. In your knees. In your calves. In your feet. And bring it back up slowly. And now take one big deep one again. Voila. And we can pause at any time to just breathe together. Assaulted by your partner. And then we'll find ourselves like in another segment almost where we'll begin to talk about healing. And I'm going to ask who was and is willing to acknowledge your wounds, who is willing to tend to them and how they do so. I'm going to ask where, if anywhere, you've been able to find temporary refuge from terror. I'm going to ask how ableism, classism, and misogynoir converge to commoditize medical healing and therefore render it inaccessible. I'm going to ask how healing has taken place in the mundane aspects of your life and what ripples these small moments and or gestures have created. I'm going to ask what role honesty plays in your healing. I'm going to ask who holds the incommensurability of trauma with you. I'm going to ask what are the pockets of love through which hope is cultivated within and despite the generalized terror of racial capitalism and the rape culture it produces. I'll ask also about the ways in which you reach for communion with and for survivors. And then that brings us kind of into the opening or the conclusion where I'll explore like what it might mean to love us while we're alive and to believe and hold the incommensurability of our wounds, to acknowledge and hold accountable our abusers, enablers, and accomplices, and ask how we'll collectively reach for a world beyond virtue signaling to finally embody a praxis of love. And then finally, the last question would be, how will we honor and trust the imagination of those who categorically refuse necrophilic culture and routinely breathe life into us all? And so that would be the arc. Does this feel okay to you? Yeah. C'est parfait. Oui. Puis, moi, je vais... comment dire? I'm very comfortable with silences. Okay. Very comfortable, comme s'il y a comme des moments de réflexion parce que tes questions sont très profondes. So, if I need to just take a pause and think, on va couper avec l'editing, mais je vais juste comme prendre le temps de réfléchir. But it's perfect. C'est parfait pour moi. Okay. Perfect. So, we're filming. Okay. And yeah, I'll just make 2 signs of clean at 3 minutes and then red when it's almost over. Perfect. And we started a bit later, so we have to stay until 4 p.m. then. OK. Awesome. Merci. Thank you. So, ça filme en ce moment? OK. Avant de commencer, je fais toujours les exercices de grimace. Parce que sinon, mon visage est gelé. OK. Thank you for being here, Néné. Let's do this. 3, 2, 1.
Wassalamu alaikum, bonjour. Hi everyone. Je vais recommencer. La caméra est où? Ça, c'est ta caméra. OK. Et ça, c'est ta caméra et ça, c'est les deux. OK. Je reprends. 3, 2, 1. Wassalamu alaikum. Hi, bonjour. J'espère que tout le monde va bien. Bienvenue sur Ayeyo Podcast. Pour les personnes pour qui c'est la première fois sur Ayeyo Podcast, c'est le 11e épisode. Et vraiment, la communauté qui suit Ayeyo Podcast, c'est une communauté hyper bienveillante que j'entretiens depuis 2 ans maintenant. Et it's a multilingual podcast. Ayeyo, je le répète, veut dire grand-mère en langue somali. Et Ayeyo, j'ai appelé le podcast Ayeyo pour honorer mes grands-mères, pour honorer nos aînés, même si tous nos aînés ne sont pas gentils, mais pour honorer nos aînés. Aujourd'hui, c'est un épisode très spécial. J'aimerais prendre le temps de remercier Archétype Studio pour la présence et pour le service parce que, pour la petite histoire, j'ai contacté Archétype pour avoir un commanditaire qui était ouvert à nous donner un espace gratuit pour enregistrer un épisode qui porte sur les violences sexuelles, la violence basée sur le genre. Violence conjugale. Et Archétype a très rapidement dit « Oui, venez, c'est gratuit pour vous ». Donc, Archétype, vraiment un grand merci. Ça me fait chaud au cœur de savoir qu'il y a des gens qui sont dans une solidarité pragmatique comme ça, surtout que le studio est tenu par des hommes. Donc, vraiment, ça fait plaisir. Et aujourd'hui, c'est un épisode, mais quand je dis spécial, it's a very special episode for me. Pas juste parce qu'on va parler de spécifiquement mon parcours en tant que sociologue et survivante de violences sexuelles, violences conjugales, mais parce que j'ai avec moi aujourd'hui une personne que j'aime beaucoup. Et quand je dis que j'aime, là, c'est vraiment, j'aime beaucoup cette personne. Je pense que si toutes les personnes sur la Terre étaient comme cette personne, il n'y aurait pas de génocide au Congo, il n'y aurait pas de génocide en Haïti, il n'y aurait pas de génocide en Palestine. La planète irait tellement mieux. Je vais laisser cette personne-là se présenter, mais pour la première fois sur Ayeyo Podcast, je laisse les rênes à une personne qui va m'interviewer, puis on va être en conversation. Et cet épisode, je le dédie aux survivantes de violences sexuelles, de violences basées sur le genre, de violences conjugales. Il y a beaucoup de gens qui me demandent Edel, pourquoi tu parles publiquement de ça? Ça fait des années que tu parles publiquement de ça. Pourquoi tu n'arrêtes pas de parler de ça? Pourquoi tu martèles tout le temps ce message et ton vécu de survivante? Je le fais de un, parce que je me dois de le faire. Je suis sociologue, puis je me sentirais vraiment cordonnier mal chaussé de ne pas parler de réalités sociologiques qui sont réelles. Et étant une survivante moi-même, je vis dans l'œil public des gens. Je vis sous le regard public des gens parce que j'ai choisi de faire un travail public. Et il y a énormément de personnes survivantes de violences sexuelles qui n'ont pas le privilège que j'ai de pouvoir parler de leur expérience publiquement, soit parce qu'elles vont vivre les conséquences d'une prise de parole, soit parce que leur bourreau est encore leur partenaire en ce moment, soit parce que leur bourreau est un membre de leur famille, soit parce que leur bourreau est leur supérieur au travail. Ça n'en finit plus. Il y a beaucoup de gens qui ne peuvent pas parler ouvertement. Et moi, je ne parle pas pour ces personnes-là. Je marche vraiment avec ces personnes et mon cœur, tous les jours, veut parler de ça pour des raisons professionnelles, pour des raisons personnelles, pour des raisons activiste et pour des raisons spirituelles, parce que je suis persuadée que, du moins moi, ma guérison est passée par cette prise de parole en rapport à mon expérience. Et voilà. Aujourd'hui, j'ai une personne, je le répète, que j'aime beaucoup avec moi. Je ne vais pas la laisser dans l'ombre de tout ce qu'on a à faire aujourd'hui ensemble, mais je voulais quand même prendre le temps d'introduire l'épisode. Je voulais aussi, sur le plan préventif, dire aux personnes survivantes de violences sexuelles qu'on va parler de choses qui peuvent être délicates, de choses qui peuvent ouvrir des plaies qui vont être difficiles. Et
bien sûr, moi, je suis une personne qui aime rire. De façon générale, j'aime rire. Je ne ris pas de la violence sexuelle, mais je suis un être humain qui aime rire, donc on va rire aussi. Mais j'aimerais avertir que si vous n'êtes pas en état pour parler de violence sexuelle, de relations abusives, de transgressions sexuelles, d'abus collectifs, de négligence collective et communautaire, vous avez le droit de mettre pause et ne pas écouter cet épisode. Vous avez le droit d'écouter cet épisode-là à un autre moment. Sur le plan préventif, en tant que survivante, vous êtes la priorité. Et si écouter cet épisode est trop éprouvant, je vous recommande très vivement de ne pas écouter. Mais sinon, d'enregistrer cet épisode, pour moi, c'est en soi une marche vers la guérison. Donc, je vais faire très attention avec mes mots. Néné, qui est avec moi, va faire aussi très attention. Si j'ai choisi Néné pour m'accompagner dans cette conversation, c'est parce que je sais que c'est une personne extraordinaire sur le plan culturel, sur le plan de la bienveillance, sur le plan de la compréhension de qu'est-ce que ça veut dire de vivre dans un monde où les douleurs sont infernales, incessantes, et où on peut aussi trouver de la douceur dans certains moments. Donc, moi, je vais laisser Néné se présenter, mais j'aimerais juste dire que Néné, c'est une personne, je suis son travail depuis une dizaine d'années maintenant. De proche ou de loin, j'ai eu la chance de profiter de son intellect parce qu'elle a organisé énormément d'espace sur le plan culturel dans le 514-438 Montréal Terre-Non-Cédée. Et j'ai eu la chance de beaucoup apprendre de Néné. Et Néné, c'est pour moi, et puis là, je suis sûre qu'elle va rouler les yeux, mais c'est pas grave, je vais le dire quand même. Pour moi, Néné, c'est une sommité culturelle. C'est une personne qui a une température incroyable sur principalement les communautés noires, sur ce qui touche les communautés noires, de toutes les identifications multiples. Et c'est une personne qui est pour moi une référence. En tant que sociologue, je suis constamment en train d'écouter des contenus, en train d'occuper des espaces culturels, artistiques. Et Néné a été une personne sur plus d'une décennie qui a énormément nourri mon intellect. C'est une personne qui, non seulement dans son travail public, dans son travail artistique, avance avec énormément de lumière, mais aussi avec la bienveillance. Parce qu'on sait, hein, dans les cercles des arts et de la culture, on se comprend, hein? On se comprend. On se comprend. C'est pas simple. Dans les cercles activistes, art et culture, c'est pas du tout simple. Et c'est rare, pour moi en tout cas. Je vais avoir 40 ans là, cette année, en 2024. C'est très rare de rencontrer des personnes qu'on peut dire qu'on admire leur travail professionnel, puis qu'on les connaît aussi sur le plan personnel, puis que c'est des gens décents. C'est très dur, parce que j'ai été très déçue avec le temps. J'ai rencontré des gens que j'admirais sur le plan professionnel, puis hors micro, j'ai réalisé que c'est des gens qui avaient des valeurs complètement horribles. Donc, Néné, c'est une personne délicieuse. Je finis l'introduction en ce sens, mais pour cet épisode qui s'intitule Mohamed, mon ex-partenaire a violé mon corps et mon âme devant Dieu, Allah. Je répète le titre, il est extraordinaire, le titre est très bien. Mohamed, mon ex-partenaire, a violé mon corps et mon âme devant Dieu, Allah. C'est Néné qui va nous tenir dans le cadre de cette conversation. Néné est aussi une personne survivante de violences sexuelles et de violences basées sur le genre. Et donc, je ne pourrais pas être mieux accompagnée pour cette conversation. Néné? Merci infiniment, Idil, pour cette invitation et pour cette introduction extraordinaire. Je suis bouche bée, franchement, ce qui n'est pas bien parce que je dois parler. Comme Idil l'a noté, ce podcast, comme vous le savez déjà, est un podcast multilingue, est un podcast franglais, et c'est comme ça que la conversation va se dérouler aujourd'hui. You'll notice me slipping into English when that's where I find the terminology.
Idil and I have discussed the fact that we have no allegiance to colonial languages. Language is a tool for connection that we reach for however we can with whatever resources we have. And so we hope that you will be able to understand and follow our conversation linguistically and affectively as well. As Idil said, my name is Nene. We have been blessed to know each other for a decade now. I'm so flattered to hear that Idil admires me because the feeling is 100% mutual. And if I accepted to have this conversation today, it's because we have a relationship of love, care, and trust that makes this dialogue possible. And so before we go any further, I would like to invite everybody who is listening to us and everybody in the room with us now to take a few deep breaths just so we can ground ourselves somatically and listen to the way that our bodies will be responding to this conversation and grant ourselves permission to tune in and out when needed. So let's take a few deep breaths together. Inhale. Exhale. Inhale. Exhale. One last big breath. Inhale. Exhale. Okay. And just a reminder once more, if at any point you are listening to this particular podcast episode and you need to take a break and you need to step away, it is okay. You decide how you interact with your wounds and you determine their healing. All right. With that, we will begin our interview. And just a heads up to everyone, oftentimes I'll be asking questions in English and Idil will be answering in French today. And parfois, si j'ai les mots en français, je vais les partager. Yeah, me too. I'll speak English if it comes to my heart in that way. Exactly. And so I want to offer you gratitude once more, Idil, for this invitation and for this podcast. And for recognizing the importance of honesty in love, in healing, and in collective transformation. And I want to highlight the significance of you sharing your story with us today. So thank you very much. And I wonder if you can take us through the formative experiences that made Idil. I'm curious about who raised you, how you grew up, where. Let's begin there. Bon, commençons avec le lieu de naissance. Je suis née à Djibouti, un tout petit pays qui a été colonisé par la France et qui est toujours colonisé par la France. Et ma mère est née à Djibouti et mon père est né en Éthiopie. Et j'ai de la famille sur toute la Corne de l'Est, en fait. Et je suis la seule fille de ma mère. Ma mère a eu 3 enfants avec mon père. C'était le premier mariage de mon père. Et je suis la première petite fille de ma grand-mère paternelle, la première petite fille de ma grand-mère maternelle, la première fille de mes 2 parents et la première fille d'une fratrie de 9. OK. Donc voilà. Et la charge est lourde. C'est ça. Et c'est quelque chose qui n'est pas du tout un détail, d'avoir été la première à tous les niveaux. Oui. D'avoir été la première fille sur le plan des grands-parents, sur le plan des parents et sur le plan de ma cellule familiale avec ma mère monoparentale avec qui j'ai grandi. Cette pression-là était quand même assez énorme. Je pense que ce qui n'est pas un détail aussi, c'est que ma mère, c'est une femme djiboutienne qui est très claire de peau
Et donc, quand elle m'a eu moi, je suis un mélange de mon père, il est très, très, très foncé et ma mère est très claire. Et moi, je suis un mélange des deux. Oui. Je suis un peu sortie un peu comme le milieu. Mais en tant qu'enfant, tu joues dans le parc, le soleil te frappe. J'étais drastiquement plus foncée que ma mère, au point où je me rappelle, comme quand j'étais plus jeune, je pouvais marcher à 3 mètres de ma mère. Puis, il y a des gens blancs, en fait, qui pensaient que j'étais un enfant perdu parce qu'ils n'associaient pas la couleur de ma peau à la couleur de ma mère. Et donc, ils se disaient que j'étais un enfant qui marchait seul, alors que ma mère était juste à côté. Donc, ça avait vraiment un impact. Peut-être que ma mère ne l'a pas réalisé, mais moi, je me rappelle que y a des Blancs qui sont venus me voir pour me demander si j'étais perdue. Oui. Alors que ma mère était à côté de moi. Et je sais que cette couleur de peau-là, les gens, ils n'en discutent pas beaucoup, mais moi, ça a eu un énorme impact sur ma vie parce qu'on m'a beaucoup comparée à ma mère plus jeune. En tant qu'enfant, en tant qu'adolescente, vu que ma mère était claire, avec une texture de peau hyper lisse et tout, les gens ont beaucoup dit « Ah, mais tu ressembles pas à ta mère » ou bien de façon juste brutale, « Ta mère est plus belle que toi. » Carrément. Les gens ne se gênaient pas, là, du tout. Et ce qui a fait en sorte que je suis devenue une petite fille très affirmée très tôt. Parce que de un, j'avais que des garçons à la maison. De deux, j'avais des commentaires désobligeants venant des gens parce que j'étais pas aussi belle que ma mère, entre guillemets. Donc, j'étais comme très affirmée, très, très tôt. Ce qu'on voit chez les personnes adolescentes qui ont 13 ans, 14 ans, pré-ado, moi, je pense que je l'avais très tôt parce que je devais me protéger de toutes ces agressions verbales et psychologiques et émotionnelles qui venaient avec mon contexte de vie. Et j'ai été élevée par une femme africaine d'une autre génération, c'est-à-dire une femme qui comprenait que on doit préparer les filles au monde cruel qui les attendent. Donc, ça veut dire, tu dis à ta fille tout de suite que la vie va être dure. Sans aucun espoir que cette vie change. Sans aucun espoir que cette vie change et sans offrir de douceur à cette jeune fille. Exactement. C'est-à-dire que si tu sais que le monde va être dur, ben, tu devrais être la première personne qui lui offre cette douceur. Mais ma mère a été la fille d'un général, d'un homme qui, quand je dis général, c'est tout ce qui est milice, police et tout ça. Tout ce qui est culture, sécurité. Ma mère a déjà elle-même grandi dans un espace où est-ce que policing was the culture. Et donc, elle était très... je dirais pas que ma mère était autoritaire, elle n'était pas disciplinaire. J'ai eu la chance de grandir avec une mère qui est prof, donc qui a étudié à l'université la pédagogie. Donc, je pense que ce qui m'a sauvée, malgré toutes ces agressions-là qui venaient de partout, c'est que ma mère m'a transféré et transmis des outils concrets pédagogiques de compréhension du monde, de comment apprendre. Et elle m'a surtout fait comprendre, même si elle ne m'a pas dit assez que j'étais belle, donc je pense que c'est quelque chose que j'aurais pu entendre plus, elle m'a fait comprendre que ma beauté venait de mon intelligence. Et donc ça, c'est quelque chose qui m'a beaucoup avantagée dans la vie. C'est-à-dire que moi, ma mère, elle a beaucoup passé son temps à me faire comprendre, tristement, il n'y a personne qui va te ramasser. La vie est cruelle pour les femmes, sois intelligente et sois autonome. Ça venait avec plein de tranchants horribles, hein? C'est-à-dire l'autosuffisance toxique, ramasse-toi toute seule. Moi, je m'en rappelle, quand j'étais adolescente, il y a une conversation que j'ai eue avec ma mère qui m'a frappée. Et ma mère m'a dit, si tes frères ont des problèmes un jour, il va y avoir plusieurs femmes pour les aider. Et elle m'a avertie et elle m'a dit, toi, tu es une femme. S'il t'arrive quelque chose un jour, personne ne va t'aider. Il faut que tu sois capable de t'aider toi-même. Et elle m'a martelé ce message-là parce que pour elle, être une femme forte, être une femme qui est capable de faire toute seule, c'était la solution à tous ses problèmes à elle. Mais heureusement, moi, je fais partie d'une autre génération et heureusement pour Gen Z, heureusement pour la jeunesse,
on entend autre chose. Et moi, je tiens à le dire, j'ai pas grandi avec Instagram. J'ai pas grandi avec Facebook. J'ai pas grandi avec Twitter. J'ai 39 ans. Donc, moi, quand j'avais 19 ans, 20 ans, 21 ans, il n'y avait pas Facebook. À 22 ans, il n'y avait pas Instagram et tout ça. Et donc, mon construit, il venait des gens. Il venait du discours des gens que j'avais autour de moi. Il n'y a pas Internet, il n'y a rien. Là, il n'y a pas de sous-discours, sous-culture. Il y a des sous-cultures, mais ce sont surtout des espaces physiques. Ce sont surtout des gens avec qui j'ai interagi. Donc, j'ai quitté la maison assez tôt, à l'âge de 19 ans, pour des raisons très claires. Je ne me sentais pas en sécurité à la maison, pour plein de raisons. Et à l'âge de 19 ans, vu que j'étais brillante, vu que ma mère m'avait passé des outils pédagogiques, moi, j'étais en avance sur le plan intellectuel, sur le plan professionnel. À l'âge de 19 ans, j'étais la plus jeune professionnelle dans une boîte de communication, de télécommunications au Québec. Et je faisais le même salaire qu'une mère de famille de 37 ans qui faisait le même travail que moi en service à la clientèle. Donc, j'étais très, très, très mature, une mature qui est venue à ses dépens, là, avec beaucoup de souffrance, mais j'étais très mûre. J'étais très, très mûre. Et à 19 ans, je faisais un salaire. J'étais autonome. Je payais un loyer. Je payais mon électricité. J'allais faire mes courses. Je me faisais à manger. J'allais travailler et j'allais à l'université. Et donc, la majorité des gens n'avaient pas mon vécu. Non. La majorité des gens ne comprenaient pas ce que ça voulait dire d'avoir 19 ans et d'avoir fait toutes ces choses-là assez rapidement. Donc, si je peux faire un résumé comme jusqu'à mes 20 ans, jusqu'à ce que je quitte la maison à 19 ans, l'enfance, l'adolescence, c'était un peu ça. J'ai vu mes frères se construire. J'ai 2 frères qui ont connu l'incarcération au Québec. 2 frères qui ont 6 ans de différence, mais qui ont eu les mêmes conséquences sur le plan de l'incarcération au Québec. Entre mes examens, je suis allée visiter mes 2 frères en prison pour différentes raisons. La majorité des Blancs qui étaient en salle de classe avec moi, ce n'était pas leur souci. Ils retournaient à un plat chaud cuisiné par maman. Puis moi, je retournais dans mon appartement où moi, je paye, moi, je fais tous mes trucs. Et j'avais aussi le souci d'aimer profondément 2 personnes noires qui sont mes frères, qui se faisaient malmener par la société québécoise. Donc, je suis la personne la plus éduquée sur le plan des diplômes, de l'instruction, de ma famille. J'ai vite été la personne avec le salaire le plus élevé de toute ma fratrie. Et on est 9. Et il y a des hommes là-dedans. Donc, j'ai vite été la personne qui faisait le plus gros salaire, la personne la plus autonome. On m'a toujours vue comme la personne la plus brillante de la famille, la plus forte, la plus capable, la plus débrouillarde, la plus tout. Oui. Ouais. Mais je trouve que il y a beaucoup dans ce que tu viens de partager. Et quand j'entends genre le manque de tendresse, le manque de douceur qui déjà est imposé comme de rigueur à n'importe quelle genre première fille, mais aussi qui vient redoubler avec l'intensité intergénérationnelle de ta famille qui ne faisait finalement qu'attendre une fille. Et quand tu dis attendre une fille, dans quel sens? Qui attendait une fille, au fait, genre pour que tu puisses éventuellement devenir aïeyo, pour que tu puisses éventuellement devenir mère, devenir grand-mère, pour que tu puisses t'occuper des gens. Parce que, oui, évidemment, on entend toujours le stress que les familles veulent des fils, mais ils veulent aussi des filles parce qu'il faut que quelqu'un soit là pour s'occuper de tout le monde. Et il y a une certaine anxiété intergénérationnelle qui s'accumule lorsqu'il n'y a pas de filles. Oui. Parce que c'est une question de, OK, qui est-ce que les fils vont marier? Mais il y a, this assumption that the blood bond that exists within a family from somebody who was assigned female at birth and who is considered a daughter is stronger than anything. And that the familial and social obligations that person is bound to is greater than anything. And then you compound that
with the colorism that you experienced, Yeah. where any glimmer of tenderness and of care that would be granted to a child that is considered precious because she is beautiful was not there. No. And so you are socialized to offer grace and care Ouais. to everyone, Ouais. to anticipate everybody's needs, and to create a material reality for yourself that can hold you and all the other people that you were taught that you were bound to through obligation. Hence, the salaried position at 19, because there's always this lingering knowledge that you have to not only be able to take care of yourself, you also have to be ready, willing, able to step in and take care of all of those who are associated, affiliated with you, Oui. should an emergency arise. Oui. Et tout ce que tu dis, Néné, c'est vraiment ça. Mais l'enjeu, c'est pas le care, c'est pas le soin que je devais donner à d'autres personnes. L'enjeu, c'est le déficit de réciprocité. Oui. C'est-à-dire que moi, j'ai été conditionnée, éduquée pour prendre soin de mes frères. Oui, Mon père avait l'attente que je prenne soin même des enfants qu'il a eus avec une autre femme. oui. Parce que mon père a eu 9 enfants avec 4 femmes. Mhm. So, tout le monde a l'attente qu'en tant que l'aîné, je donne l'exemple que si, que ça, que je prenne soin. Et l'enjeu n'est pas là. Si la pression était sur tout le monde reçoit ce soin. Oui, absolument. Mais à la fin, ce qui rend malade en soi, et c'est la raison pour laquelle je le nomme, c'est parce que si tu es entouré de frères et on ne dit pas à tes frères, tu dois prendre soin de ta sœur, tu dois prendre soin de ta sœur, tu dois prendre soin de ta sœur, tu dois la protéger, tu dois ci, tu dois ça. S'il n'y a pas cette même pression sur eux-là et que c'est seulement toi qui reçois cette pression, ben, ce qui arrive, c'est que c'est très dangereux. C'est Oui, très, très, absolument. très dangereux pour cette seule fille qui est entourée de garçons à qui on ne dit absolument pas « prends soin de ta sœur ». Mais moi, les rappels étaient complètement martelés jusqu'à ma trentaine, là, jusqu'à toujours que je devais comprendre que le soin, c'était mon travail, que je devais savoir comment vont mes frères et tout. Mais l'inverse n'était pas forcément renforcé. Puis ça s'est vraiment senti, toute cette dysfonction, surtout quand je suis devenue une survivante. Parce que quand je suis devenue une survivante, c'est là que j'ai commencé à être malade. J'étais presque jamais malade. Oui. Et quand je suis devenue une survivante, ben, c'était la maladie chronique, ça n'en finissait pas. Mais on va y arriver. Mais tout ça pour dire que moi, je crois dans un monde où est-ce que les gens prennent soin de l'un l'autre. Oui. Donc, je ne suis pas contre le soin. Moi, je veux qu'on comprenne que tout le monde, on doit prendre soin de l'un l'autre. Mais l'enjeu, c'est... Moi, je sais que quand je pense à mon adolescence, le temps que j'ai passé jusqu'à mes 19 ans à la maison, j'ai quitté la maison parce qu'il y avait un déséquilibre total Mais en oui. rapport aux attentes, à la protection qui m'était donnée à moi. Et j'étais en danger. J'étais en danger dans ce contexte-là, même si ma mère m'aimait, elle comprenait qu'elle m'aimait à sa façon, mais j'étais en danger. Dans une maison où la culture ne fait pas dans la réciprocité du soin et que tu es la seule fille foncée de peau mineure, tu es en danger. Oui. Et j'étais en danger. Et j'ai quitté cette maison et je me suis créé une vie après ça qui me ressemblait. Je suis allée vite en thérapie. À l'âge de 21 ans, 22 ans, il n'y avait personne sur Instagram qui parlait de thérapie. Là, c'est vraiment moi, intuitivement, dans ma survivance, qui était comme « Ah, je sais que j'ai vécu des choses qui n'étaient pas normales. Ouais. J'aimerais bien avoir des relations saines avec les gens et ça passe par ma relation avec moi-même. » Donc, vite, when everybody was in the club, popping You were champagne, in therapy. moi, je prenais mon argent puis j'allais en thérapie. C'est pas des blagues, là, comme à 21 ans, 22 ans, de faire le choix d'utiliser ton argent de poche pour aller en thérapie. Il faut vraiment que tu aies une profondeur d'âme pour faire ça. Et même quand je pense à la petite moi que j'étais à l'âge de 21 ans, des fois, j'ai des larmes aux yeux parce que je suis tellement fière d'elle. Oui. Je suis tellement, tellement, tellement fière de cette jeune femme de 21 ans, 20 ans, 22 ans, 23 ans qui a compris que, OK,
Peut-être que mes 2 parents n'avaient pas les outils. Mhm. Mais moi, je sais que je peux avoir accès à ces outils-là et je sais que pour avoir des relations saines avec les gens, je dois m'interroger sur Oui. ma personne. Je dois m'interroger sur le fait que j'ai pas eu de père dans ma vie. Est-ce que ça a eu un impact sur moi? J'ai la responsabilité de savoir si ça a laissé des failles dans ma personne. Est-ce que le fait d'avoir eu une mère qui vivait dans une précarité financière, etc., est-ce que ça a eu un impact sur moi? Je suis allée en thérapie très longtemps, j'ai guéri des choses. J'ai passé ma vingtaine dans une joie, là. Mhm. J'ai vraiment comme... Quand les gens écoutent mon récit, non, j'ai pas juste vécu la douleur. Oui. J'ai vécu ma vingtaine dans le voyage, dans la thérapie. J'ai vécu une relation amoureuse qui a duré 3 ans quand j'avais 22, de 22 à 25. C'est un homme qui m'a guéri de beaucoup de choses parce que quand j'ai quitté la maison familiale, moi, mon père, il faut le dire, là, c'est un homme qui n'a pas été une représentation responsable et saine. Donc, j'avais une image des hommes qui n'était pas très positive. Mais quand j'ai rencontré cet homme avec qui j'ai été pendant 3 ans, ça m'a guéri énormément parce qu'il était d'une douceur royale. Il prenait soin de moi intensément. J'étais une priorité prioritaire. J'arrivais pas à croire que, waouh, c'est possible d'avoir un rapport normal avec un homme qui te priorise, qui sait quand t'as faim avant même que t'aies faim. Comme... Ben, un homme, au fait, qui sait t'aimer comme toi, tu as été formé pour aimer les autres. C'est qui, ça. au fait, croit en cette réciprocité dont tu parlais plus tôt. Oui, et qui comprenait parce que, tu sais, il faut le dire, moi, quand j'étais plus jeune, je détestais les robes roses. Ma mère m'a acheté un manteau d'hiver en forme de robe de princesse, rose fluo. J'étais pas la fille typique. Moi, j'étais une grande sportive, je jetais mon corps partout. Je me suis rasé la tête à l'âge de 19 ans pendant que personne se rasait la tête, là. Et il n'y avait pas de natural hair movement, là. On n'était pas dedans du tout. Puis, j'étais pas... I was not the regular girl at all. Et puis, d'être avec un homme qui était capable d'accepter... Moi, je suis une personne très affirmée. Pas juste sur mon podcast, mais dans la vie. Je suis une personne que, si je ne suis pas d'accord avec toi, je vais être très polie et tout ça, mais je ne suis pas d'accord avec toi. Dieu m'a donné un cerveau, je peux réfléchir, oui. Et lui, il était hyper à l'aise avec ça. C'est un homme sécure. C'est un très, très sécure dans sa personne. Et 90% du temps, j'avais raison. Bon, mais naturellement. Mais tu continues à avoir raison 90% du temps. Ben, j'avais raison, Chose mais... qui n'a pas changé. Mais avec cet homme-là, dans la réalité des choses, si tu es avec une personne qui n'est pas un homme, qui est une personne très intelligente, ce qui arrive, c'est que c'est possible que tu aies tort souvent. Est-ce que tu vas quand même te sentir homme dans cette relation? C'est ça l'affaire. C'était la première fois que j'étais avec une personne qui s'identifiait comme un homme et qui était à l'aise avec ma personne. Et pour moi, c'était très validant. C'était parce que j'avais pas eu ça à la maison. Mes frères, ils me trouvaient bizarre. Mes frères étaient comme, yo, est-ce que tu vas pas t'asseoir quelque part? Juste zip it. Et puis ma mère aimait comment j'étais, et elle qui m'a formée, tu sais, pour que je devienne ça, mais elle voulait pas que je sois comme ça avec elle. Oui, naturellement, c'est toujours comme ça. T'es comme, tu formes un soldat pour que le soldat devienne incroyable, puis tu veux pas que cette personne-là soit comme ça avec toi. Donc, j'avais pas d'espace validant, j'avais pas de tu es normal. J'avais, je suis fière de toi, le regard des gens, tu vas chercher les diplômes, tu vas chercher les affaires, tu cartonnes, mais en silence, on veut que tu sois soumise et docile. Donc, il n'y avait pas d'espace réel. Comme il faut que tu puisses ancrer ta personne dans quelque chose de réel. La personne que tu es, tu dois être capable d'être en interaction avec la personne que tu es tout le temps avec les gens. Oui, mais tu dois être connu par toi et par les autres. Oui. Et oui. Puis au fait, être aimé aussi, ça commence par être connu. Ben, mais il faut que par toi, et puis ensuite, les autres, toi et les autres, vous devez avoir une curiosité par rapport à qui tu es vraiment. C'est ça. Et cette curiosité n'est pas toujours présente dans des familles où
on entend souvent la phrase. Moi, je trouve que c'est tellement commun, genre dans les phrases, dans les familles africaines, que ça soit centrale, est, ouest, sud, nord, que les aînés disent toujours: ah, moi, je m'inquiète pas pour toi. Je m'inquiète pas pour toi. Je sais que tout va bien se passer pour toi. Lorsqu'on aimerait un petit peu, peut-être que les gens se soucient, pas dans un sens genre catastrophique, Non. mais que les gens sachent que oui, OK, oui, je cartonne, vous voyez l'emploi que j'ai, et aussi, genre, j'ai besoin de vous tout autant que vous avez besoin de moi. C'est ça. C'est ça. Mais dans un contexte familial où ta mère a 3 enfants, 2 se font incarcérer assez rapidement, tu deviens un peu comme... les gens afterthought. Tu deviens non seulement le afterthought, mais tu deviens une ressource pour la famille, systématiquement. Et tu deviens une référence. C'est-à-dire que les gens te voient comme une personne qui peut régler tous les problèmes, alors que je suis un être humain et puis je vis comme les autres et j'ai des besoins et je suis triste et j'ai de la peine et j'ai une personnalité et c'est pas vrai que parce que je suis une femme, il y a personne qui va m'aider. Je veux qu'on m'aide. Quand je suis devenue une survivante de violences sexuelles, violences conjugales, j'ai appris à quel point ça m'a desservi d'avoir grandi dans une famille où demander de l'aide et du soutien était compris comme une faiblesse. Parce que moi, ce que ma mère m'expliquait et me répétait tout le temps, c'est « on n'est jamais mieux servi que par soi-même ». Ah ben oui, on l'a tous entendu. Et en tant qu'aîné, c'est ce qu'on te répète, on n'est jamais mieux servi que par soi-même. Et by the time I became a survivor, moi, je vivais sur ce mode-là. C'est-à-dire que demander du soutien, c'est pour les faibles. Demander du soutien, c'est pour les autres. Moi, je me dois d'avoir les solutions à tous mes problèmes. Donc, t'imagines, ça m'a tenue pendant un certain moment. C'est-à-dire que j'ai tout ramassé, les bourses à l'université. Et I was great. Like, ma mère ne pouvait pas payer pour mes études. Elle me l'a dit à 14 ans. Elle m'a dit, je ne pourrais pas payer pour tes études, mais tu vas aller à l'université. Regarde-moi la pression. Mais voilà. Tu as 14 ans, tu es là, ta mère te dit, toi, tu vas être une grande personne. Exactement. Tu vas aller à l'université, tu vas faire des grandes choses. Mais moi, j'ai $0. C'est toi qui vas gérer la trajectoire. C'est ça. Ça, c'est Immigrant Life. Et puis, moi, j'ai fait avec, mais j'ai extrêmement bien performé avec cette culture toxique de on n'est jamais mieux servi que par soi-même. Donc, avec cette culture toxique, dans un environnement toxique universitaire, j'ai cartonné. Parce que le toxique était avec le toxique. T'étais dans le familier. T'étais outillée pour cet environnement toxique, familier. Voilà. Est-ce que tu étais outillée pour créer une certaine longévité dans ta vie? Pas forcément. Dans le bien-être. Mais t'étais outillée pour la survie. Pour le monde horrible. Et dans ce monde horrible. Pour le monde horrible universitaire, ma mère m'avait outillée. J'avais la culture du milieu toxique universitaire pour pouvoir survivre au milieu universitaire. Mais à la fin, ce qui arrive, c'est que quand tu deviens une survivante, tu as besoin d'aide. Tu as besoin d'aide et aussi, tu ne peux pas fonctionner dans un état constant où tu intellectualises tes expériences émotives et somatiques. C'est ça. Tu as besoin d'aide. Tu n'es pas vraiment toujours mieux servi que par toi-même. Non. Non. Et soudainement, the survival mechanism is no longer functioning. No. And you need to reach for internal, external, and social resources that allow you not just to survive, but to live. Yes. And I'm curious about which role, like this relationship that you went through in your early 20s, what the role of that relationship might have been as you were no longer with this man, but you had kind of this visceral memory, I guess, of being loved in a certain way. Yeah. And of somebody practicing love as it's defined in Bell Hooks' All About Love, like being invested and committed to your own and someone else's spiritual growth. And so as someone who would later experience sexual violence, having some part of your memory, knowing that the terror and the violence that you were experiencing deferred from what you needed and what you
deserved. And we will get into that, I think, as we speak about this relationship. But I'm curious about, yes, the bridge between your 20s and your 30s. Yeah. And where and when you encountered Muhammad. So, I spent my 20s mostly single, thriving, single. As one does. As one does. The best years of my life, Yep. I have spent single. Preaching to the choir. And I'm saying this parce que pendant qu'on va parler de cher Mohamed qui a fait des choses horribles, moi, j'étais heureuse quand j'ai rencontré cette personne à l'âge de 33 ans parce que j'avais passé toute ma vingtaine dans une relation très saine pendant 3 ans au début de ma vingtaine. Après ça, my own agency had me break up with that person. Pas parce qu'il était une personne horrible, mais parce que je suis une femme noire musulmane. Cette personne-là n'était pas musulmane. À un certain point, dans l'évolution de ma vie de femme spirituellement, moi, je prenais en force et je prenais en compréhension de choses que je voulais vraiment. Et j'ai rencontré des hommes dans ma vingtaine qui étaient follement amoureux de moi. Tous ces hommes-là n'étaient pas musulmans. Oui. Et ça a eu un impact sur la longévité de ces relations parce que moi, en tant que femme musulmane, il y a des choses que je ne pouvais pas franchir, c'est-à-dire l'histoire de se marier ou d'avoir des enfants avec une personne qui n'avait pas de sensibilité spirituelle, aucune sensibilité. Et je ne parle pas même d'être musulman, d'être musulman. Je parle simplement d'avoir une spiritualité. C'était difficile pour moi de partager ma vie durant ma vingtaine avec des hommes qui m'aimaient profondément, mais qui n'avaient pas de sensibilité spirituelle. Donc, à l'âge de 25 ans, quand j'ai rompu, après cette relation qui a duré 3 ans, je me suis concentrée sur ma vie. Je me suis concentrée sur ma vie universitaire, sur ma carrière, sur mes voyages. Moi, j'ai vu Haïti 2 fois. J'ai vu... qu'est-ce que j'ai pas vu? Plus que moi. Je suis haïtienne qui a vu 0 fois. Ah, à chaque fois que je parle... We don't talk about Bruno. OK. J'ai vu Haïti 2 fois, puis pas dans le cadre de coopération internationale, allons sauver les pauvres, là. J'ai vraiment pris mon argent, je suis allée en Haïti, j'ai visité des endroits, et pas juste Haïti, j'ai vu le Sénégal, j'ai vu l'Éthiopie, Djibouti, tout ça, ce sont mes pays à moi. Mais j'ai beaucoup voyagé en Europe, sur le continent africain et dans les Caraïbes. J'ai passé toute ma vingtaine à explorer tout ça et à m'intéresser à des cultures et à être principalement célibataire. Parce que j'avais compris que, bon, je ne veux pas faire mal à un homme et qu'il tombe amoureux de moi et puis je dois lui dire, je suis désolée, t'es pas musulman, bye. Parce que c'est ça qui commençait à se passer avec moi. And I was like, I don't want to harm people, I don't want to hurt people. Et je rencontrais vraiment des hommes bien, tu sais, je veux dire, ils avaient vraiment des vrais projets de vie et je voulais pas leur faire mal. Donc moi, à 25 ans, c'était définitif. Je me suis dit non, si c'est pas aligné spirituellement avec moi, je dois faire mon chemin. Donc, je me suis concentrée sur moi, ma vie, voyage, bien manger, avoir un appart que j'aime, juste vivre une vie que j'aime. Your best Capricorn life. Yo! Et puis, c'était doux. C'était doux, c'était magnifique. Et j'étais pas là dans l'attente de quelqu'un. Tu sais, des fois, quand je parle avec les personnes célibataires, je suis comme, vis ta vie. Vis correctement, vis ta vie. Le célibat, c'est pas le cancer. T'es pas en traitement de chimio. Comme, pourquoi? Oui. Moi, j'ai vécu une vie, je marchais avec le menton parallèle au sol, puis j'étais bien dans ma vie de femme célibataire. Je faisais mon propre argent, je faisais mes affaires, tous les billets d'avion que j'ai achetés, c'est avec mon argent. Et donc, je faisais mes affaires. Et puis, j'ai fini les études. Je ne sais pas pourquoi j'ai fait des études universitaires, mais je les fait. Mais on sait pourquoi. On vient juste de dire qu'à 14 ans, ta mère a déclaré que tu allais faire des études universitaires. On est d'accord. Et puis, voilà. Et puis, je pense que aussi, c'est une manière, genre... I think that is like
one of the most common like immigrant intergenerational gestures of care of like parents who feel completely overwhelmed by the world that they exist in, parents who have crossed an ocean in an attempt to, I don't know, experience something with and for their children, and who are confronted to a literal state of terror and want to give their children something. Yeah. Something. And they tell your kid, you're going to go to school because while terrible things will be happening to you, I will grant you the blessing and the curse of intellectualizing all of those things and being able to, you know, aptly is maybe a big word, but being able to navigate the environment that you will find yourself in and being able to understand why this violence is being done to you. And I think that a lot of, I guess I'll speak for myself, but I think that I come from a family of parents who wanted me to understand why this violence was being done to me. It did not erase the violence, but it was what they were able to give me. Yeah, but when you're raising the question why, tu veux dire comme cette question-là vient d'eux ou cette question-là vient, elle est comme hyperbole? Non, genre vraiment, c'est une question qui vient d'eux dans le sens que ils veulent que tu comprennes la colonisation. They want you to understand racial capitalism. Oui. They want you to understand classism. They want you to understand sexism. What they want you to do about it varies in certain situations, but they want you to understand the gears that you are being ground in. Because I don't know, I guess that's the best that they can do. Because they cannot necessarily see into a future where the gears stop grinding you. Ouais. But they want you to know something. Non, clair. Mais quand moi je dis, Néné, je sais pas pourquoi je suis allée à l'université. Je sais pourquoi je suis allée, je comprends. Oui. Mais je dis je sais pas parce que les retombées sont négatives sur négatives. Absolument. Ah oui, non mais oui. Pour ma santé mentale, pour mes finances. Et, you know, l'université, c'est pas rentable. C'est pas gratuit en Amérique du Nord. Et en plus, la qualité de l'éducation est très pauvre. Donc, on sait pourquoi on va là-bas, pour le bout de papier, pour pouvoir dire je cherche du travail, let's go. Mais quand je dis je sais pas pourquoi je suis allée, c'est parce que moi, je suis aussi une personne en affaires. Puis avoir été en affaires m'a apporté plus d'argent que l'université. Absolument. L'université, c'est pour les gens qui veulent mettre une boîte dans une boîte. C'est pour... Oui, et qui veulent continuer à mettre la boîte dans la boîte parce que si tu veux avoir une certaine genre survie matérielle en passant par l'université, tu dois rester dans l'université. C'est ça. You have to become an academic, you have to become a professor, you have to write papers that can and will be received in a certain way. C'est ça. And so, yes, unless you're willing to kind of like do the whole thing, many of us quickly realized that going to university did very little in positive terms for our material survival, and left many, if not most of us, sick. Completely sick. Sick and sickly. Oui, oui. Puis, moi, ce que les gens ne savent pas, avant d'être sociologue, moi, j'ai été formée en tant qu'artiste maquilleuse. Moi, avant d'avoir mis les pieds à l'université, j'avais un studio de maquillage. OK, je savais absolument pas ça toi. Je sais. J'avais un studio et j'ai été formée par certains des meilleurs du Cirque du Soleil. C'est pas pour faire une plug pour le Cirque du Soleil. Là, je m'en fous du Cirque du Soleil. Mais par les meilleurs. C'est pas juste esthétique, modeling stuff. C'était comment faire une cicatrice dans le plein visage, comment faire en sorte que le gars, il a perdu son bras, il y a du sang qui sort. Oui. Et aussi esthétique, tout ça. Moi, avant d'avoir mis les pieds au département de sociologie à l'Université de Montréal, j'ai été artiste maquilleuse pendant plusieurs années. J'ai roulé mes affaires. Donc, j'avais déjà une compréhension des sensibilités artistiques de personnes en affaires. Oui. Donc, quand j'arrivais là-bas, je suis arrivée un peu plus tard que la moyenne des gens à l'université. J'arrive là-bas. Moi,
Ouais, j'ai vu cet endroit-là comme un endroit, voilà, on veut même pas que je réfléchisse. On me fait lire des blancs sur blanc sur blanc, sur blanc sur blanc. Tous les auteurs sont blancs. Oui. Et quand on introduit des noirs, c'est juste pour introduire une phrase d'un texte qui dure au fait genre 500 pages. Et cette phrase, elle vient pour appuyer le blanc sur blanc sur blanc qu'on a déjà lu. Voilà. Donc, moi, j'étais pas impressionnée quand je suis arrivée à l'université. Et l'université m'a pas fait autant de mal qu'elle a fait mal à d'autres parce que moi, j'étais déjà protégée intellectuellement. Et j'étais une adulte en formation, spécialisation. Donc, ça m'a pas saccagée complètement parce que quand je suis arrivée, je savais que j'avais plus d'outils que la majorité des gens dans ma classe. Ma mère est prof. Et ça, c'est un privilège qui m'a suivie dans le quartier dans lequel j'ai vécu avec beaucoup de personnes noires à la Petite Bourgogne. C'est pas tout le monde qui rentrait à la maison puis qui avait une mère prof. Moi, j'avais ma mère qui me disait « Mets-toi debout devant moi, posture droite, articule quand tu parles. » Comme c'est ma mère qui a fait ça pour moi. Oui. Et même si c'était très militaire sur les bords, des fois, reste que ça m'a servi. Tu sais, aujourd'hui, j'ai un podcast. J'ouvre ma bouche pour raconter. Mais ça vient du fait que quand j'étais plus jeune, ma mère est prof de français. Et puis après, il y a beaucoup de gens au Québec qui me disent mais toi, tu sais, pourquoi tu te donnes un genre, genre, tu as un accent français? Je suis comme, non, ma mère est prof de français. Mon père ne parle pas en joual québécois. Mais genre, j'ai appris à parler français, j'ai pas appris à parler joual. Ben... Moi, je m'en fous, j'ai grandi en Ontario. Genre, les gens peuvent... People can come for me, I don't care. Ain't nobody cares for French like that. Mais à la fin, comme on parle la langue, c'est une langue qui fonctionne pour nous. C'est un butin de guerre, c'est tout. Comme moi, j'utilise le français comme un butin de guerre et je le parle mieux que la majorité des Québécois. Donc, chacun va s'asseoir dans son coin là-bas et on va se laisser. Mais tout ça pour dire que j'ai été très avantagée en arrivant à l'université. J'avais des parents qui avaient déjà gradué à l'université, mes 2 parents. Donc, moi, j'étais pas impressionnée par les Blancs à l'université, ni mes camarades sur le banc de la classe, ni le professeur devant. Parce que ma mère était enseignante à Djibouti et, je veux dire, l'Afrique est grande, il y a plein de connaissances. Et quand on arrivait des fois, enfant, la tête baissée à la maison parce qu'il y avait des commentaires racistes bizarres, ma mère, elle nous regardait et elle nous disait « Les Africains, c'est les gens les plus éduqués de cette province. » Effectivement. Et donc, moi, j'ai jamais grandi avec l'idée que dans ma tête, le blanc, c'était la référence. Donc, les Blancs étaient très choqués avec moi. Sur le plan professionnel, ils se disaient, mais pour qui elle se prend? Ben, je suis africaine et brillante. Mais voilà. Je suis africaine et brillante. Donc, à la fin, qu'est-ce que tu veux? Si tu peux pas mieux faire que moi, tu te tais. Et j'avais pas de problème en ce sens. Donc, tu sais, j'ai souffert de beaucoup de choses de par l'enfance et tout, mais mes parents étaient des gens quand même avec un sens commun qui m'a aidé à avancer. Je me rappelle, par exemple, mon père, le peu de souvenirs que j'ai avec lui, quand j'étais plus jeune, je voulais utiliser des mots, par exemple, qui étaient très compliqués, que j'avais appris à l'école, mais je ne connaissais pas la définition. Donc, j'avais 10 ans, 11 ans, puis... We've all been there. We've all been there. J'utilisais un mot et je vais toujours me rappeler, c'est pour dire à quel point j'ai été éduquée par des gens qui n'aiment pas la bêtise. Et je marchais avec mon père un jour, tellement ça m'a traumatisée ce moment-là, je me rappelle où c'était au centre-ville. Et je marchais, j'avais 10 ans, tout ça, puis je marchais, je parlais, bla, 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 bla. Et j'ai dit le mot prématuré. Je voulais dire le mot prématuré. Oui, parce que tu l'as entendu. Non, je l'ai entendu. Tu l'as entendu, tu l'as ressenti. Tu n'as pas forcément tout compris, mais tu as dit ça... Ça, c'est un mot. Ça, c'est vraiment un mot. Il y a beaucoup de voyelles. Donc, je veux dire ce mot-là. Et je marchais avec mon père, puis je disais n'importe quoi, puis j'ai juste glissé prématuré dedans. Là, mon père est comme, qu'est-ce que tu as dit? Puis là, blablabla, prématuré. Là, mon père, il m'a arrêté, puis il m'a dit, quand tu ne sais pas de quoi tu parles, tu t'étais. Précisément. Qu'est-ce que ça veut dire prématuré? J'ai dit, je sais pas. Ça veut dire prématuré. Et si tu n'étais pas prématuré, tu comprendrais le mot prématuré. Et puis, j'ai été éduquée par des gens comme ça. Oui. Donc, à la fin, oui, il y a eu beaucoup de soucis sur le plan familial et tout ça, mais j'ai été éduquée par des gens qui n'aimaient pas la bullshit. Oui. Qui n'aimaient pas. Ce qui est très important à noter. Ce qui est
Très important à noter. Mon père n'aimait pas la bullshit. Ma mère n'aimait pas la bullshit. Bon, mon père créait beaucoup de bullshit. Mais ça veut pas dire qu'il aimait ça. Non, il aimait pas la bullshit. Et puis, ça fait en sorte que comme on peut pas te doubler. Les gens, ils peuvent pas te dire n'importe quoi. Oui. Et ça, je ramenais cette énergie-là dans tout, dans mes relations amoureuses, dans mes amitiés, dans mes rapports professionnels. Moi, j'aime pas quand tu me prends pour un niais là. Comme, je suis pas niais. Donc, c'est avec cette énergie-là que j'arrivais. Puis, bon, là, j'ai 33 ans. Comment dire? J'ai accompli toutes les choses que je veux accomplir. Ouais. Je m'aime. Je me kiffe. Je trouve que je suis dope. Oui, je trouve que vraiment comme... Who's beating me to the punch? Comme moi, je vois pas de femmes noires musulmanes qui ont réussi les choses que moi, j'ai réussi au Québec. I'm fly. I'm just fly. Like, I really... Like, I'm looking at my own self in the mirror. I'm like, I would marry you, sis. Like, that's it. If that's it. I would marry you, sis. You're amazing. Puis, as, you know, all Black people should be thinking that they're amazing. And I really... thought I was amazing, and I still think I am amazing. Because you are. Oui. And you have been, and you continue to be, and you will always be. Mais à ce moment-là, particulièrement. Parce you que could feel it. Non, mais parce que j'avais enjambé une enfance difficile. Oui. J'avais guéri de l'abandon de mon père. J'avais pardonné à ma mère ses manquements. J'aimais mes frères malgré tout. J'avais payé pour mes études. J'avais fait manger la poussière à tous ces Blancs en ramassant les bourses qu'eux, ils n'ont pas touchées. Et j'avais voyagé, j'avais vu des Noirs dans des conditions de vie différentes. J'avais fait tellement de choses. Et donc là, pour la première fois de ma vie, j'étais comme, I'm ready. I really want to love and be loved. And I care for that. I want children. I'm ready. I'm ready. Like, there is enough abundance in my life. There is enough kind of like safety, mutuality that I feel that I'm willing and able to take this risk. Yes, because love is because a risk. It's a risk. It's a risk. Yeah. I was ready for that. I have been loved by different people in different ways, in my friendships, in so many different ways. And I had experienced love with a man that took really good care of me, but wasn't Muslim, and we couldn't go the long way together. I met men who fell in love with me for very superficial reasons, which is why I couldn't follow through. It was very hard for me to come to an understanding that I was a beautiful woman. Puis ça, c'est un peu compliqué pour les gens de le comprendre. Mais quand tu as grandi avec une mère qui est claire de peau et qu'il n'y a pas de compliments qui venaient vers toi pendant 20 ans, peu importe à quel point les gens me voyaient comme une femme magnifique, moi, ça m'a pris du temps avant de vraiment le comprendre parce que j'étais dénigrée de par le miroir de ma mère, de par la présence de ma mère dans ma vie. Et ma mère m'a dit que j'étais belle, mais elle n'a pas dit assez. Elle n'a pas dit assez fort. Oui. Puis aussi, je pense que comme il y a une certaine expérience d'avoir une mère qui est claire de peau lorsque nous-mêmes, on n'est pas clair de peau, I'm from that club, où on dirait que les paroles de ta mère, lorsqu'elle te dit que tu es belle, c'est comme, yeah, sure, but how would you know? C'est ça. Like, how would you know what it's like to look like look like me, to walk through the world like me, and to have so many people at any given occasion assert that you are not beautiful. And so, okay, sure, yeah, you think that I'm cute and you love the parts of me that resemble you. C'est vraiment ça. But, you know, do you know what it's like to be darker skin and walking around and not being the light bulb in the space. Et quand je parle de beauté, c'est parce que cette beauté-là a attiré des hommes dans ma vingtaine. Et moi, j'ai été assez déstabilisée de voir que, j'étais d'intérêt pour certains hommes
parce qu'il me trouvait attirante. Puis, je ne souhaite pas ça pour ma fille. Je le souhaite pas, mais il y a des hommes qui sont rentrés dans ma vie qui m'ont fait comprendre que j'étais belle alors que moi, je le savais pas pleinement. Oui. Et ça, c'est quelque chose que je ne souhaite pas pour ma fille. Moi, je veux que ma fille, elle sache, tu es la plus belle de la planète. N'importe quelle personne qui rentre dans ta vie, si cette personne-là ne sait pas ça. Donc, moi, au contraire, dans ma vingtaine, je naviguais avec un sentiment de lack qui était lié à mon environnement et à plein de choses. Et j'ai été affirmée et validée par des hommes dans mon intimité, dans ma vie personnelle et intime. Et j'étais surprise de voir dans leur regard que they thought I was the most beautiful woman in the world. Yeah. And I was discovering that through their eyes, which to me was a disappointment for womanhood. Yeah. Parce que pourquoi est-ce que c'est à travers le regard d'un homme completely lost when he's looking at you that I'm discovering how beautiful I am? Yeah. Puis c'est triste, mais c'est le cas de beaucoup de personnes qui ne sont pas des hommes, qui se ramassent dans des situations où c'est dans le regard des autres qui finissent par comprendre à quel point, comme personne, elles sont belles. Et ça, c'est un problème. Parce que pour moi, j'aurais dû avoir quitté la maison familiale avec cette compréhension ferme. Mais en même temps, pour la nuance de la chose, c'est que je suis très heureuse de ne pas avoir grandi comme une fille et une adolescente qui était trop dans son corps. Oui. Comme le fait qu'il y ait eu une négligence sur le plan de la beauté physique et qu'on ne m'a pas dit, etc., a fait en sorte que mon muscle le plus important, c'était mon cerveau. Et ça, c'était quelque chose qui m'a énormément avantagée parce que pendant que la fille là-bas était en train de faire je ne sais pas trop quoi, que je ne juge pas, moi, j'étais vraiment en train de me poser des questions existentielles de vie qui m'ont aidée à faire plus d'argent, qui m'ont aidé à me showcase professionnellement, qui m'ont aidé à être la plus jeune de plusieurs entreprises dans lesquelles j'ai été. Donc, moi, c'est vraiment plus tard, dans ma vingtaine, que je commençais à regarder dans le miroir puis à être comme « You're hot, sis! » Oui, and that really does happen. Et puis, je pense que tu me fais penser, il y avait genre un TikTok, je sais plus qui l'avait partagé, genre, sur leur story sur Instagram, où justement, c'était une personne noire, queer, qui parlait sur un podcast, somewhere in the UK, who was saying, like, not necessarily that it was a blessing, but that they understand and are almost grateful for the fact that they spent their life not being conventionally attractive so that they could focus on achieving connections with people that weren't the product or the immediate byproduct of physical desirability. C'est ça. And c'est vraiment ça. Yeah, and there is a value to that. Mais oui. To knowing that when you're hoping to come to a place of like physical intimacy with someone, it's because you actually trust that they know and or perceive something about you that, yes, may include your physical person, but goes beyond that. And you also learn like relationship skills. Exactly. In that context, because you're not completely infatuated with what is in the mirror and you're not spending, I don't know how many hours doing that. You're doing other things. And I'm not saying that to brag. Je ne veux pas me défendre, me promote moi-même ou me complimenter moi-même, mais c'est vraiment vrai. Quand j'étais adolescente, moi, j'avais pas de problème à me faire des amis. Oui. Comme tout le monde voulait être mon ami. Tout le monde voulait être mon ami. C'était vraiment pas des blagues. Puis j'étais comme... Je trouvais ça bizarre. Parce que j'étais comme, pourquoi? Mais parce que j'étais très ouverte, puis je jugeais pas les gens. Et j'étais agréable comme personne sur le plan relationnel. Puis je voulais vraiment répondre aux besoins de mes amis. Puis je voulais qu'ils se sentent vus. Je voulais qu'ils se sentent entendus. Il y avait des choses qui étaient tellement importantes pour moi au-delà de est-ce que j'ai fait mes cheveux ou est-ce que... Comme mes cheveux étaient importants, mais je veux dire, il y a vraiment d'autres choses qui étaient importantes. Puis, il faut le dire, ma mère me disait que j'étais belle dans un contexte où I had to be put together a very specific way to get a compliment. Okay, parce que moi, j'ai porté des locks pendant quelques années et ma mère avait la diarrhée pendant tout le temps. Pendant tout le temps que j'avais mes locks, ma mère était comme...
who's gonna smack some sense into that child pour qu'elle rase sa tête. Elle ne comprenait pas pourquoi je voulais m'en les dire de cette façon-là, parce que des locks, pour elle, c'était vraiment comme produit de la rue, vagabondage. Oui, oui. C'était pas bon. Et puis, c'était pas beau pour une femme somalie, soi-disant élégante. Moi, j'avais Young comme... East African girl. Oui, like fetishize Oui. de East African girl, mais moi, j'étais pas dedans. J'étais pas là-dedans. Puis c'est pas pour dire que la beauté que je comprends aujourd'hui et qui renvoie de ma personne, que j'ai pas d'avantage dans ce monde de raciste. Il y a des Blancs qui me trouvent belle pour une raison. Il y a une raison Oui. pour laquelle beaucoup de Blancs me trouvent belle. Particulièrement depuis que j'ai passé 35 ans, des hommes blancs sont dans mon visage comme je ne peux pas comprendre. Ouais. Quand j'étais the little poor kid in Little Burgundy, the little... Well, nobody checking for you then, though. Comme But ces gens-là. now- Oui, et là maintenant tu me parles, pourquoi? Parce que je suis éduquée, mais tu me parlerais pas Ouais. si j'avais pas de diplôme universitaire, tu me parlerais pas si j'étais pas arrangée d'une certaine façon, tu serais pas en train de me parler. Donc moi je suis très sensible à ça, Oui. mais tout ça pour dire que I meet Mohammed at 33 years old and I am the utmost proud, amazing, and ready to love. I have never been in love with somebody. At 33, I've been in relationships. Men have been in love with me, but I have loved and cared for these men, but I have never been in love. And so Mohammed and I, we meet and we both fall in love. He falls in love heavily and I do too. For many reasons that are very... C'est très compréhensif, là, comme pourquoi on est amoureux, parce que les valeurs, la spiritualité sur laquelle on travaille depuis des années finit par s'aligner. Il y a une force là-dedans. Quand des gens, spirituellement, nourrissent quelque chose pendant des années et rencontrent une personne qui fait la même chose, et en plus, tu es physiquement attiré par cette personne-là est capable d'avoir des conversations intellectuellement avec toi qui font en sorte que you feel stimulated. Ça, c'est des choses qui me manquaient dans mes autres relations. C'est pas juste l'amour en soi, mais c'est comme, moi, je suis une personne, j'ai besoin de stimuler, là, intellectuellement. Mohamed et moi, on pouvait se parler. La première conversation que Mohamed et moi, on a eue, c'était durant un week-end et cette conversation a duré 7 heures. OK. Yeah. 7 heures au téléphone. C'est un chiffre de travail non payé. Littéralement. Mais Oui. c'est pour dire que comme Oui. la connexion était extrêmement forte, Mohamed savait ce qu'il voulait. Il savait où il voulait aller. Il était vraiment très clair en rapport à ses intentions. Moi aussi. Et Mohamed n'était pas sur le même continent que moi, Immigrant Life. Il était en Angleterre et moi, j'étais au Canada. OK. Terre non cédée. Et quand on s'est rencontrés, pour moi, la distance, c'était possible, sans problème, tant et aussi longtemps qu'on sait quand ça finit. Donc, moi, je suis une personne relativement directive, c'est-à-dire je sais qu'est-ce que je veux. Et j'ai dit vite, j'ai dit très, très vite à Mohamed, moi, je ne crois pas aux longues distances quand les gens se rencontrent. Donc, si je ne te vois pas devant moi dans les 2 prochains mois, toi et moi, c'est pas quelque chose de sérieux. Et Mohamed a pris sa carte de crédit, il a acheté un billet d'avion. Et puis il est venu. Il est venu très rapidement. Très rapide. Très rapidement. Mohamed est venu très, très, très rapidement. Parce qu'il savait ce qu'il voulait. He was in love. I was in love. Everything was aligned. It was perfect. It was really, really perfect. Puis, à la fin, malheureusement, avec les profils des abuseurs, ce qui se passe, c'est que lorsqu'une personne est un abuseur, il y a beaucoup de façades, il y a beaucoup de choses qui relèvent d'une image que la personne met de l'avant. Mohamed, sur papier, déjà, il s'appelait Mohamed. Le gars était persuadé d'être Donc, la il était- situation. Mais oui. Il s'appelait Mohamed. Au sein des communautés musulmanes, le prénom Mohamed, c'est le prénom le plus sanctifié qui soit. Il était le premier fils de son père, Bon, déjà aussi. d'une fratrie de 4 enfants. OK. C'était un homme qui ressemblait copier-coller à son père.
en plus d'être le premier et en plus d'avoir été nommé Mohamed. Donc, la tête de Mohamed était très grosse comme ça, là. Et puis, si je peux te demander, c'était quoi, comme quel rôle est-ce que son père occupait au sein de sa communauté? Genre, c'était quoi son statut social? Oui, donc moi, et ça c'est important de le dire, moi j'ai toujours refusé de rencontrer la famille de Mohamed parce que c'est très rapidement que j'ai été violentée sexuellement par cette personne que j'aimais. Et est venu un moment où est-ce qu'on a décidé tous les deux de réparer cette relation et il m'a invité à échanger avec sa sœur parce qu'il voyait qu'il n'était pas capable de trouver des solutions à la merde qu'il avait créée. Oui. Et il voulait qu'une femme, c'est-à-dire sa sœur aînée, vienne régler ses problèmes d'homme. Et donc, il m'a dit, bon, je fais une histoire courte, là, mais il voyait que comme he was not getting his way with me, là, ça marchait pas. Il n'arrivait pas à me manipuler et à complètement me faire comprendre que la situation n'est pas si grave que ça. Donc, il voulait faire rentrer une femme dans l'équation, c'est-à-dire sa sœur aînée, une femme qui a toujours été une référence pour lui et un point de soutien pour lui. Et moi, j'ai refusé. J'ai refusé parce que j'ai regardé Mohamed et j'ai dit, ça va créer un précédent. Si tu n'es pas capable de régler les problèmes que tu crées dans notre couple, ça veut dire qu'à chaque fois qu'il va y avoir un problème, tu vas appeler ta sœur. Mais aussi, c'est tellement comme un grand geste de déflexion. And to me, like, proof of like a sheer lack of emotional will. Like, I feel like people talk a lot of times about like, oh my God, but men just like lack the emotional intelligence and da da da. I'm like, no, I think that we are all intelligent beings and we do what we can with what we have. What we notice systematically is like cis het men's lack of emotional will. And their assumption that like any labor of accountability has to be performed by people who are not men. C'est ça. C'est ça. And that's what I feel like I'm hearing you say. Ben, c'est ça. Et moi, ma définition de manhood, c'est une personne qui, si tu crées des problèmes, tu es capable de les régler. Parce que moi, en tant que femme, c'est comme ça que j'ai été éduquée. Ma mère m'a dit, si tu crées un problème, tu le règles. Ouais. Et c'est ça qui fait de toi une femme. Oui. C'est pas parce que tu as un vagin, c'est pas parce que tu as des seins. Si tu es une adulte, tu t'identifies comme une femme, tu as créé des problèmes, c'est toi qui vas nettoyer jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de poussière sur le sol. Si c'est toi qui es la cause de ce dégât-là. Et juste pour donner un peu de contexte pour que les gens comprennent la violation sexuelle que j'ai vécue, c'est que Mohamed et moi, on a entretenu une relation pour pouvoir fonder une famille, pour pouvoir être amoureux et mourir ensemble et faire plein de bébés. Mohamed m'a dit très tôt qu'il voulait 4 enfants. OK. J'ai dit à Mohamed, on va avoir le nombre d'enfants que je peux avoir. Déjà ça. Mais Mohamed, dans tout ça, dans toute sa malhonnêteté, il était capable de convoiter une femme, séduire une femme, mettre beaucoup de verbes sur la relation, voyager pour venir la voir, dépasser des lignes d'intimité avec elle, sans lui dire qu'il était porteur de l'hépatite B. Et donc, Mohamed était porteur d'une maladie transmissible sexuellement qu'il m'a cachée et il m'a mise à risque. Il a mis à risque les enfants qu'on aurait eu potentiellement ensemble, mais il a surtout mis à risque ma personne. C'est-à-dire que moi, quand j'ai appris qu'il avait l'hépatite B, il m'a dit ça dans un espace public, dans un restaurant où il y avait des gens autour, sans intimité pour ma personne. Et j'ai vécu un choc post-traumatique dans ce restaurant qui a chamboulé ma vie à jamais, à l'âge de 33 ans. Et depuis ce moment-là, j'ai vécu avec plein de maladies chroniques, la dépression sévère, l'anxiété chronique, tous les effets du choc post-traumatique, un système digestif complètement non fonctionnel, diarrhée chronique, presque tout le temps, ou bien sinon constipation chronique. Oui, mais c'est comme ça, il y a juste les deux extrêmes, genre there is no normal bowel movement to be had over here. J'ai été hospitalisée, j'ai été admise à l'urgence pour différentes raisons et à l'époque, vu le choc post-traumatique, je faisais pas le lien entre la relation abusive et
tous ces problèmes de santé-là. Mais moi, à l'âge de 33 ans, j'ai eu des problèmes de santé que j'ai jamais eu de ma vie. J'ai jamais été suicidaire avant d'avoir rencontré cette personne-là. J'ai jamais eu de problème d'appétit. Je ne mangeais pas. Mon corps ne sentait ni la faim ni la soif à cause du choc post-traumatique. J'ai maigri. Aujourd'hui, je pense que ça vaut la peine de le dire, je m'en fous du poids, hein, mais moi, j'ai toujours pesé environ 135 livres. Aujourd'hui, je pèse 125 livres. Ouais. Je n'ai jamais repris les 10 livres que j'ai perdus à l'âge de 33, 34 ans. Ouais. Donc, c'est quelque chose que je vis tous les jours et que je vois tous les jours. Et c'est un rappel que moi, j'avais 10 livres en plus que j'aimais. Ouais. J'aimais ces 10 livres en plus que, en tant que femme africaine, les rapports au corps ne sont pas les mêmes. J'aimais bien cette graisse-là que j'avais un peu partout, que j'ai perdue. J'ai perdu des amis parce que les gens ne savent aucunement soutenir une femme noire qui dit qu'elle souffre de dépression, d'anxiété et qui doit se retirer du monde public. Et la chose la plus difficile dans cette histoire-là, c'est que j'étais sociologue, lauréate pour le mois de l'histoire des Noirs, placardée sur tous les calendriers pour les communautés noires du Québec. Personne n'a vu ma peine, personne n'a vu ma souffrance, personne n'a vu les idées suicidaires qui gangrénaient mon corps. Mais j'étais en communauté professionnellement, j'étais en communauté, j'étais en famille et on n'a pas pris soin de moi et j'ai failli mourir. Et dans tout ça, cher Mohamed tombe amoureux d'une femme qui voit dépérir en décrépitude, qu'il ne reconnaît plus. Et il se dit, on est simplement incompatibles. Ça ne marche plus. Je quitte cette relation à 2 reprises, mais je reviens vers lui. Et un jour, il me dit que cette relation ne l'intéresse pas. Et dans tout ça, j'ai perdu des années de ma vie. J'ai perdu ma santé. J'ai perdu des amis. J'ai perdu tous mes référents intellectuels, cognitifs. Rien ne fonctionne comme ce que je connaissais avant. Donc, je suis en réhabilitation de vie totale. Et pendant que j'ai ces idées suicidaires et que je paye moi-même pour ma propre thérapie, Mohamed m'a déjà remplacée par une autre femme. Naturellement. Donc, à partir de là, quand les gens ils m'entendent parler de ça, ils se disent, mais pourquoi parler de ça? Ça s'est passé il y a 7 ans, il y a 6 ans, pourquoi en parler? Ce qui arrive, en fait, c'est que l'hépatite B, le VIH-Sida, c'est des maladies, il y a des gens qui vivent avec ça sans problème, ils sont suivis, ils font dans la transparence avec leur partenaire ou toute personne avec qui ils veulent avoir des rapports sexuels dans le consentement. Ça se passe bien, c'est très possible. Bien sûr, l'hépatite B, le VIH-Sida, ça peut altérer la santé. Mais il y a beaucoup de gens qui vivent avec ces maladies-là sans qu'il y ait de problème, tant et aussi longtemps que c'est consensuel. Tant et aussi longtemps que toutes les personnes qui sont impliquées avec les corps des gens marchent de façon consensuelle. Si ce n'est pas consensuel, quelqu'un peut tomber malade, autant sur le plan de la santé mentale que sur le plan de la contamination avec l'hépatite B et le VIH. Et si j'en parle, c'est parce que moi, je suis une femme noire africaine, née sur le continent africain. Les corps les plus contaminés à l'hépatite B et au VIH-Sida sont sur le continent. Et sont les femmes. L'hépatite B et le VIH gangrènent l'Afrique. Non pas parce que les Africains sont plus malades que les autres ou sont plus pervertis que les autres, mais il y a des systèmes hospitaliers qui ont été complètement détruits, des cultures qui ont été détruites, des populations qui ont été détruites, laissées à elles-mêmes souvent. Et dans ce contexte-là, il y a de l'éducation populaire et des tabous qui minent tout. Et dans tout ça, il y a des femmes à qui on ment. Il y a des personnes qui ne sont pas des hommes à qui on ment. Et c'est souvent ces personnes qui ne sont pas des hommes qui vivent dans l'angle mort de ce qu'elles ne savent pas et qui finissent contaminées parce que d'autres décident d'avoir multiples partenaires sans le dire dans le consentement et sans protéger les gens. Et moi, j'ai fini dans une situation où, en tant que sociologue, je me suis ramassée avec toutes ces connaissances dans mon corps, toutes ces données, toutes ces statistiques qui concernent les femmes africaines.
je me suis ramassée devant un homme qui a failli faire de moi une statistique. Parce que moi, aujourd'hui, j'ai pas l'hépatite B, j'ai pas le VIH-Sida, mais il a failli faire de moi une statistique. Et quand j'étais assise dans ce restaurant avec cet homme que j'aime, le seul homme que j'ai aimé au point où je me suis dit, je veux avoir des enfants avec cet homme. Oui. Tous les autres hommes avec qui j'ai été, ils n'étaient pas musulmans et c'est pour ça que j'ai pas franchi le pas. Et non seulement ils n'étaient pas musulmans, mais j'avais pas ce profond amour pour eux. Mm-hmm. Mohamed, non seulement il s'appelait Mohamed, je l'aimais. Oui. On partageait la même foi. Oui. Et il était noir, il est noir. Mm-hmm. Né au Sénégal. Mm-hmm. Moi, né à Djibouti. Mm-hmm. Et que une personne de ce profil-là me fasse ça, ça a été une douleur et une gifle Mm-hmm. et une violence culturelle, Oui. spirituelle, Oui. physique. Mon corps a subi un choc que je ne pouvais même pas expliquer toutes les strates de douleur. Parce que si c'était un homme blanc dans un espace public qui m'avait fait quelque chose comme ça, je pense que ça aurait été même plus facile de guérir. Oui. Et puis, très malheureusement, comme c'est dégueulasse de le dire, mais tu t'y serais attendu. Oui. Par rapport à quelqu'un d'autre. C'est ça. Et je pense que c'est une dimension importante de la violence et de la terreur que tu as vécue. C'est justement comment Mohamed a mobilisé son statut pour créer, well, to create like a false sense actually of safety and of trust Yes. between the two of you, and to create the illusion of consent in the sense that because you trusted this person, you thought that any necessary conversation would have unfolded between the two of you. Et ça, oui, mais aussi le fait que Mohamed a été éduqué par une femme qui était une grande connaisseuse de ce qui se passe avec le corps des femmes qui donnent naissance. C'est un homme qui a grandi dans des conditions où il y avait énormément de femmes sénégalaises qui accompagnent les autres femmes, les autres personnes pour donner naissance. Mohamed était très au fait de ce que ça pouvait sous-entendre. Mohamed, quand il m'a vu malade, parce que Mohamed m'a vu malade, hein, il faut vraiment comprendre qu'il est venu à Montréal à plusieurs reprises. Mohamed a déjà eu... Il a minimalement pris soin de moi, mais il m'a vu malade. Il m'a vu coucher dans un lit. Pas être capable de répondre à mes propres besoins. Il a repris l'avion. Il n'a jamais contacté des membres de sa famille à Montréal qu'il avait pour s'assurer que j'aille bien. Et pourtant, quand tu lui as laissé savoir que ce qui s'était passé entre vous, que ce qu'il t'avait fait n'était pas correct, that it wasn't gonna stand, c'est seulement à ce moment-là qu'il a fait recours à sa sœur. C'est seulement à ce moment-là qu'il a fait recours à un membre de sa famille. Oui. Parce que c'était pas pour t'aider, c'était pour te taire. Ben, c'était pour apaiser les choses, en fait. Parce que toute personne qui connaît la culture sénégalaise, ils savent très, très bien que la diplomatie est une force sénégalaise. Et donc, il fallait apaiser les choses, là, avec la go ici qui est vraiment agitée. Et il fallait utiliser la diplomatie culturelle sénégalaise pour apaiser les choses, même dans la pure violence. Moi, dans cette violence, c'est de la pure violence, violence sexuelle, violence conjugale, on voulait parler de malentendus, de rupture, d'incompatibilité, on n'était pas compatibles de toute façon. Il a instrumentalisé même la religion, parce que, bien sûr, quand tu es malade, tu n'as pas de routine spirituelle. Tu ne peux pas prier. Et imagine, tu deviens malade, tu rencontres quelqu'un, tu deviens malade et tu ne peux plus faire ces choses que tu faisais avant. Et la même personne qui t'a rendu malade, c'est la personne qui te dit on ne peut pas être ensemble parce que tu n'as pas d'ancrage. C'est ça. Mais c'est la personne qui t'a rendu malade. Donc, ouais, Néné. Si on reprend la conversation, c'était d'une violence.
c'était d'une violence innommable d'avoir une personne qui, en soi, au final, ne comprenait pas l'amour. Oui. Et au sein des communautés musulmanes, comme dans toutes les communautés, peu importe les couleurs, on encourage les gens à être dans des relations amoureuses, mais sans leur apprendre à aimer et sans leur faire comprendre que l'amour est collectif et que l'amour, c'est les Olympiques du soin. Oui. C'est-à-dire que quand tu aimes quelqu'un, tu prends soin de cette personne-là. Tu n'as pas le droit de lui mentir, tu n'as pas le droit de la manipuler, tu n'as pas le droit de mettre en péril cette personne-là parce que toi, tu le veux. Et donc, je sais qu'on doit tirer notre révérence pour cet épisode qui pourrait durer 3 heures, mais Néné, je veux te remercier d'avoir tenu cet espace pour moi, cette conversation pour moi. C'est pas du tout facile de parler de ça, mais comme j'ai dit, si je le fais, c'est vraiment pour et avec les survivantes. Parce que cette conversation et ce que je suis en train de nommer en ce moment, c'est pour que les gens ne mélangent pas ce qui est violence, ce qui est malentendu, ce qui est compromis normal et ce qui est abus. Oui. Et on doit faire la différence entre tout ça. Parce que aujourd'hui, moi, si les gens ils me voient là, je souris et je suis souvent heureuse. C'est parce que je fais la différence. Oui. Je fais la différence entre ce qui s'est passé. Cette personne qui m'a fait ça, la façon dont j'ai été aimée dans ma vie, les gens que j'aime, qui m'apportent beaucoup de soins comme toi, comme plein d'autres personnes dans ma vie. Je sais que cette personne-là a été extrêmement abusive et violente face à ma personne. Et c'est une boîte, un compartiment que j'ai rangé quelque part. Et quand je veux, je reviens dans ce compartiment-là. J'en parle, c'est nécessaire. Oui. Mais c'est plus complètement étalé comme du sang partout. Il y a de l'ordre dans ma guérison. Donc, si on doit tirer notre révérence, je vois que tu as des beaux livres, Néné. Oui. Je vois que tu as des magnifiques livres. Je vais te laisser conclure. Je vais te laisser conclure cet épisode avec tes mots et te remercier encore une fois. Ben, je veux te remercier déjà d'avoir partagé ton histoire avec moi, de m'avoir invité, d'avoir cet échange avec toi. Et je pense que, en toute honnêteté, c'est pas moi qui ai créé le podcast et où qui décide, mais je pense que c'est un épisode en 2 parties. Je pense que c'est un épisode en 2 parties parce que on a dû dessiner un parcours, une trajectoire pour qu'on puisse même contextualiser la violence que tu as vécue. And I think that it's important to name the incommensurability of sexual violence, to name the load that survivors are made to carry, and the deflection, the gaslighting that abusers push onto survivors, and that make it actually so that survivors have to be called survivors, that make it so that it's actually a long-term burden that is carried, and that it's through daily gestures that healing has to occur, because it's not just the initial transgression of an abuser that survivors have to live with. It's actually the terror of a world that would uphold abusers, that would claim that somebody like this or somebody of this stature would never do that, that would claim that you just need to get over it, that would claim that you just need to be strong, etc., that makes the terror ongoing. It's the multiple accomplices and enablers alongside with the abuser, and a culture that would laud them, that would celebrate them, that would excuse them, that makes it difficult to carve a path where connection with yourself and with others who are willing and able to pour into you is always possible. And so I would offer that I think that this is truly a 2-part conversation. I would say that I think that there is much more to unpack
and I do not want to do a disservice to you by rushing through it. And I don't want to claim to have addressed everything here today. Yes, I brought books that are, I think, the theoretical underpinning of what I want to share with you in today's conversation, and throughout the future, whether I am the one to have this conversation, to continue this conversation with you or not. But I don't want to foreground any of these books right now. I just want to prioritize you and your voice, and to acknowledge how difficult it is to speak truth in a world that would prefer lies. Yes. And that prefers silence. And so if I can conclude on any note, it would be that note. And I hope that there is a possibility to continue this conversation through whatever format or forum is deemed necessary, because I don't want to be horny, but I feel as though we've just scratched the tip of the iceberg. Yes. And while we did plan for this conversation to unfold over 90 minutes, I don't feel that it's a conversation that can be contained. Yeah. And what I can do is confirm that we'll make it lengthier. We'll record. I'll see if Nene has time for me like that. And I always have time for you. I always have time for you. We'll have a second part. At least, Nene, thank you. Really, thank you. Pour les survivantes qui nous écoutent, je veux juste que vous sachiez, et c'est très important pour moi de dire ça et de conclure sur cette note, que il est très possible de vivre une vie apaisante dans la douceur, dans l'amour, même si on a été profondément négligé et violenté par des personnes qu'on aime. Et je sais que dans un monde où on parle de féminicide et que c'est seulement les femmes dans la mort qui sont discutées, je peux vous confirmer que moi, je suis l'incarnation de ce que ça veut dire de non seulement être une survivante, mais de vivre aussi. Parce que je fais le choix de vivre. Et c'est très, très, très possible. Et donc, pour les survivantes, je veux finir cet épisode en vous envoyant beaucoup d'amour, beaucoup, 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 beaucoup d'amour, beaucoup d'affection et de considération. On marche ensemble. Si on ne marche pas, on se traîne ensemble, mais vous n'êtes jamais seul. Et je sais que ce sentiment de solitude très profond peut nous faire du mal, mais vous n'êtes jamais seul. Donc, on va se dire à la prochaine partie. Et un grand merci encore, Néné. Merci. Merci à toi. Bisous.